Le Mississippi, et c'est tout aussi incroyable, a atteint des niveaux historiquement bas en raison de la sécheresse actuelle. Le Dix 7 octobre 2024, des images du satellite Terra de la NASA ont révélé un phénomène impensable des bancs de sable apparus dans certaines portions du fleuve dont la profondeur était inférieure à 1 mètre, étaient encore invisibles depuis le début des relevés en 1872. Un déclin qui prend normalement des milliers d'années s'est produit en seulement 18 mois. Des barges transportant près de 60% des exportations céréalières américaines se sont retrouvées immobilisées, nombre d'entre elles échouées sur des bancs de sable. Un fleuve qui transporte chaque année pour 700 milliards de dollars de marchandises s'est réduit à un filet d'eau. Les précipitations dans le bassin en 2023 ont été exactement dans la moyenne. La question n'est plus de savoir si le Mississippi s'assèche, mais pourquoi l'eau disparaît. Créer un déficit impossible. Les ingénieurs de la division du Basse-Mississippi du Corps des ingénieurs de l'armée américaine ont constaté une anomalie flagrante dans leur relevés. L'eau qui se déversait dans le fleuve Acairo dans l'Illinois n'est jamais arrivée à Bâton Rouge en Louisiane. Son débit n'a pas été ralenti, elle a tout simplement disparu. Entre les bornes kilométriques 953 et 233, 200 milliards de gallons d'eau disparaissaient chaque jour, soit suffisamment pour remplir le lac Tahoe tous les 11 jours. Pour un écologiste fluvial, il s'agissait là de bien plus qu'un phénomène inhabituel. Cette observation contredisait le principe de conservation de la masse. Le corridor fluvial du Mississippi draine une superficie de 3,1 millions de kilomètres carrés, soit 41% du territoire continental des États-Unis. Ainsi, du Montana à la Pennsylvanie et de l'Alberta au golfe du Mexique contribuent au débit global du fleuve. Son réseau de 271 stations de jaugeage en continu gérées par l'Institut d'études géologiques des États-Unis, USGS, fournit des données toutes les 15 minutes depuis 1928 et constitue le réseau de surveillance fluviale le plus précis. Le débit correspond aux apports d'eau moins l'évaporation et les prélèvements, un équilibre qui perdure depuis près d'un siècle. À Tarboro Landing, en Louisiane, dernière grande étape avant le delta, les stations de mesure de l'USGS enregistrent généralement un débit de 400 à 600 pieds cubes par seconde, soit l'équivalent d'une piscine olympique toutes les 3 secondes. Ce n'est pas comme une piscine où l'on voit un enfant nager. Le débit diminue très rapidement. Bien sûr, l'eau est en mouvement, donc il y a des zones où le courant est plus rapide. Il peut y avoir des courants. Ce rythme constant sert de base à tous les contrats futurs au prix des barges et aux obligations d'eau réparties entre les dix États, et la marge d'erreur est restée inférieure à 12% depuis 1995. Au cours des dernières décennies, le Corps des ingénieurs de l'armée américaine a investi 15 milliards de dollars dans la construction de digues de déversoirs et d'ouvrages de régulation. Parallèlement, le Centre national de recherche atmosphérique a pu modéliser avec une précision de 94% la fonte des neiges, les précipitations et les écoulements souterrains, permettant ainsi d'estimer le niveau du Mississippi à des centaines de kilomètres en aval à quelques centimètres près. L'ancien ouvrage de régulation, situé au confluent du Mississippi et de l'Atchafalaya, gère le débit du Mississippi avec une telle précision que celui-ci s'apparente au fonctionnement d'une machine parfaitement huilée. La situation a brutalement changé. Lorsqu'une anomalie a été constatée, les scientifiques se sont empressés de déterminer la quantité d'eau manquante et les causes possibles. Les deux organismes se sont appuyés sur leurs modèles qui représentaient les connaissances acquises jusqu'à cette découverte. Par conséquent, alors que le Corps des ingénieurs et l'USGS
poursuivent leurs efforts pour expliquer ce phénomène en hydrologie moderne, un travail considérable les attend. Mais si le dédébit du fleuve peut disparaître sans explication, quelle force invisible peut bien engloutir des milliards de litres d'eau? Percer le mystère reste entier. La docteure Amanda Winters, hydrologue au Centre des sciences de l'eau de l'Institut d'études géologiques des États-Unis, USGS, situé à Bâton Rouge, a remarqué cette anomalie dans les relevés en septembre 2023. Son équipe effectue des mesures mensuelles du débit à l'aide de profileurs de courant. Doppler acoustique des sonars sous-marins qui mesurent la vitesse du courant sur toute la largeur du fleuve. Il était impossible, en revanche, d'expliquer ces anomalies. Le débit d'eau entrant dans le Mississippi à Memphis était de 312 pieds cubes par seconde. Conformément à la procédure standard, l'équipe devait mesurer environ 340 pieds cubes par seconde à Bâton Rouge, une semaine plus tard, en tenant compte des apports et de l'évaporation. Or, elle n'a enregistré que 287 pieds cubes par seconde. Un volume total de 53 pieds cubes par seconde avait disparu sur une distance de 600 miles le long du fleuve, ce qui représentait le débit total du fleuve Colorado. Le Dr Winters a supposé qu'il y avait un problème avec l'instrument. Il l'a réparé, a répété les tests et a fait analyser des échantillons pour vérification. Tous les tests ont confirmé l'impossibilité de la situation, l'eau s'échappait. Fin décembre 2023, le taux de perte avait atteint 89 pieds cubes par seconde. Fin mars 2024, le débit atteignait 143 pieds cubes par seconde. Le Mississippi perdait des quantités considérables d'eau à un rythme toujours plus rapide, malgré toute réduction des débits des affluents, toute dérivation en amont et toute augmentation des prélèvements agricoles. Par conséquent, l'absence de barges représente un véritable problème, non seulement pour les agriculteurs américains, mais aussi pour le monde entier. En avril 2024, le Corps des ingénieurs de l'armée américaine a réuni une commission technique d'urgence composée de 37 ingénieurs, hydrauliciens, géologues et climatologues de renom afin d'examiner les données de tous les points de surveillance situés entre Saint-Louis et la Nouvelle-Orléans, soit 18 mois de relevés. Leur rapport d'examen interne n'a mis en évidence qu'une seule conclusion concernant la durabilité. Les pertes mesurées dépassent largement la variabilité naturelle et les prélèvements humains connus dans un rapport de 6,7 pour 1. Depuis de nombreuses années, les chercheurs se consacrent à l'étude du Mississippi et de ce fait ne peuvent plus tirer de conclusions définitives selon l'approche hydrologique traditionnelle. Les chercheurs emploient désormais un langage prudent pour communiquer leurs interprétations des données qui demeurent problématiques. Si les données sont exactes, nous avons un exemple de redistribution des eaux souterraines qui ne correspond pas à ce que nous savons des aquifères de la région, a déclaré le Dr Winters lors d'un symposium à huis clos à l'Université Tulane. Si ce phénomène se produit, alors tous les manuels d'hydrologie concernant l'Amérique du Nord sont erronés. Mais si ces anomalies sont réelles, les secrets cachés de l'eau du Mississippi pourraient-ils être en train de redéfinir les règles de l'hydrologie elle-même? Théorie utilisée. La première catégorie de prélèvements agricoles accrus comprenait 60 milliards de dollars de production agricole dans le fleuve Mississippi sur une base annuelle. Une grande partie des besoins d'irrigation prévus pour les rizières de l'Arkansas et la production de canne à sucre en Louisiane nécessitera d'importantes quantités d'eau. Une étude menée par des scientifiques de l'Institut d'études géologiques des États-Unis, USGS, sur les aquifères d'hydratation fournit des informations basées sur des données relatives aux eaux souterraines,
collectée auprès de 14 zéro-puits agricoles au cours des 90 derniers jours. Cette étude donne une première indication de la quantité d'eau souterraine utilisée par l'agriculture en 2023, estimée à 8,1 milliards de gallons par jour. Ce volume représente une part importante de la consommation totale d'eau souterraine. Toutefois, il ne représente qu'environ la moitié du total des prélèvements d'eau souterraine déclarés pour l'agriculture. Étant donné que la réduction projetée des surfaces agricoles consacrées à la production de coton est due à une diminution des surfaces cultivées en 2023 par rapport à 2019, le volume des prélèvements agricoles en 2023 ne peut être inférieur à celui de 2019, faute d'informations et de connaissances suffisantes sur la consommation d'eau en agriculture. La théorie 2 portait sur l'évapotranspiration, l'évaporation et l'absorption d'Osung. Les chercheurs ont utilisé l'imagerie satellitaire et l'analyse thermique grâce au système ECOS-TESS, qui permet de calculer l'évaporation. Ils ont ainsi observé que l'évapotranspiration en 2023 et 2024 était supérieure de 2,3% à la moyenne trentenaire. Autrement dit, l'évaporation a légèrement augmenté, mais pas suffisamment pour expliquer l'écart. Une différence aussi minime augmenterait l'évaporation d'environ 4 zéro-pieds cubes par seconde, et non de 143 zéro-pieds cubes par seconde. Les chercheurs ont analysé la théorie 3 au moyen d'une étude géophysique des structures géologiques du sous-sol du bassin inférieur du Mississippi. Cette étude a été menée conjointement par l'Université Tulane et l'Université de Memphis. L'objectif principal était d'identifier la présence de nouvelles formations karstiques, de vastes cavités souterraines, reliées par des ouvertures en surface par lesquelles l'eau pourrait s'infiltrer dans des aquifères profonds. Le bassin inférieur du Mississippi repose sur une variété de types de roches calcaires qui constituent la structure karstique. Par exemple, le Tennessee et l'Arkansas présentent de nombreuses falaises verticales et horizontales qui auraient permis à l'eau de s'écouler vers des aquifères rocheux profonds, auparavant insalubres. Pour ce faire, l'équipe de recherche a conçu une vaste campagne de prospection sismique afin d'identifier les structures géologiques et leur étendue entre Memphis et Vicksburg. Au Total Scent, 27 capteurs sismiques ont été installés selon un réseau le long des berges du fleuve. En utilisant des vibrations contrôlées pour générer des vibrations dans le sol, les chercheurs ont pu établir des profils acoustiques du sous-sol jusqu'à une profondeur de 610 mètres, 2 zéro-pieds. Bien que l'étude ait révélé des résultats surprenants, aucun n'a permis d'atteindre l'objectif recherché, à savoir la découverte de nouvelles structures karstiques importantes. De même, aucune zone de fracture majeure n'a été observée dans ou au-dessus de la couche d'argile imperméable séparant l'aquifère alluvial des aquifères profonds du socle rocheux. Par ailleurs, les formations géologiques du bassin du Mississippi sont restées inchangées par rapport aux études précédentes menées en 1997 et 2012 à une exception près. Il s'est avéré que les données sismiques indiquaient une porosité plus élevée des dépôts alluviaux situés immédiatement sous le lit de la rivière. Cette porosité concernait les dépôts non consolidés de sable et de gravier qui composent le lit de la rivière et non la roche-mère. La porosité est liée au nombre de vides présents dans les sédiments. Normalement, les dépôts de ce type situés sous le Mississippi présentent une porosité typique de 28 à 33 %, ce qui signifie qu'environ un tiers de leur volume était constitué de vides pouvant être remplis d'eau. Cependant, des valeurs de 41 à 47 % ont été enregistrées en 2024 dans des zones s'étendant de 18 à 37 mètres sous le fond du lit du fleuve. C'est comme si les sédiments avaient acquis une structure spongieuse. Le Dr Michael Reeves, sédimentologue à l'Université d'État du Mississippi, explique cette anomalie en ces termes.
Nous assistons actuellement à une réorganisation structurelle des sédiments. Les sédiments eux-mêmes restent inchangés. Ils se réorganisent simplement pour créer un nombre beaucoup plus important de vides, qui retiennent une quantité d'eau bien plus grande. C'est comme si le lit de la rivière se creusait de l'intérieur. Cependant, la porosité n'explique pas la perte d'eau. Une porosité plus élevée signifie qu'une plus grande quantité d'eau peut être stockée dans les sédiments. Mais si cette eau ne trouve pas d'exutoire, elle finit par atteindre la saturation et l'écoulement se poursuit en aval. À moins qu'un phénomène ne puise l'eau de la nappe phréatique aussi rapidement que la rivière ne peut l'alimenter. La théorie 4 a examiné précisément cette possibilité. L'aquifère de sable de Memphis et l'aquifère alluvial de la vallée du Mississippi alimentent en eau potable 8 millions de personnes dans l'Arkansas, le Mississippi, la Louisiane et le Tennessee. Ces deux aquifères sont soumis à des prélèvements d'eau potable à des fins municipales et agricoles depuis les années 1960, ce qui a entraîné une baisse de leur niveau. Les hydrologues parlent de recharge induite. Le pompage des eaux souterraines crée un gradient hydraulique qui attire l'eau d'un cours d'eau de surface vers l'aquifère. Il nous faut des mois de précipitations normales pour recharger les sols et les réseaux fluviaux. C'est un mécanisme connu. Ce qui était inconnu, c'était son ampleur. Le bureau de l'USGS à Memphis a analysé les niveaux de la nappe phréatique à partir de 892 puits de surveillance situés dans l'aquifère alluvial. Les données ont révélé une baisse systématique dans toute la basse vallée du Mississippi. En 2024, le niveau de la nappe phréatique était en moyenne inférieur de 7 mètres à celui de 1990. Cette pente décroissante crée un effet de succion. La rivière rencontrant des sédiments à porosité accrue et une nappe phréatique à pression réduite commence à la recharger à un rythme accéléré. L'équilibre est finalement atteint. Les prélèvements d'eau souterraine ont augmenté, la porosité du sol s'est accrue et le niveau de la nappe phréatique a baissé. Cela équivaut à une recharge induite d'une ampleur catastrophique. Le Mississippi ne s'asséchait pas par manque de précipitations. L'eau s'infiltrait dans sa propre nappe phréatique. Chaque nouvelle vérification soulevait de nouvelles questions. D'une part, si l'explication ci-dessus est exacte, cela signifie que l'ensemble des projets barrages, digues, travaux de stabilisation des cours d'eau et développements agricoles des 100 dernières années ont de fait créé un piège hydrologique. Chaque système de régulation du fleuve, chaque puits foré pour l'agriculture ou l'approvisionnement urbain, a progressivement modifié la dynamique même des relations entre les eaux de surface et les eaux souterraines. Nous n'avons pas provoqué la rupture du fleuve par une seule action catastrophique. Nous avons plutôt redéfini les lois hydrologiques du fleuve, les divisant en une multitude de règles plus subtiles. Mais si ces bouleversements cachés sous le lit de la rivière sont implacables, quel point de bascule invisible pourrait bientôt déclencher une dévastation à la surface? Les conséquences écologiques. Les premiers signes de dommages écologiques réapparaissent dans la région du bas Mississippi, en Louisiane, qui abrite l'une des zones de pêche les plus riches au monde. Comme sans doute tous ceux qui n'ont pas grandi sur les rives du Mississippi, ma première impression fut probablement celle de lire Tom Sawyer ou Huck Finn, le poisson spatule, le poisson-chat, la chigogne, et 120 autres espèces de poissons dépendent de régimes de courant spécifiques pour survivre. Le débit étant maintenu à moins de 300 pieds cubes par seconde, le taux d'oxygène dissous a chuté à presque zéro. En juin 2024, le département de la faune et de la pêche de Louisiane a constaté une baisse de 64% des captures commerciales de poissons-chats et une mortalité massive de poissons dans les bras morts des bayous situés entre Natchez et Reserve en Louisiane. De plus, les larves d'esturgeons à nez de pelle de plusieurs générations ont complètement disparu en raison d'un courant insuffisant dans certains de leurs frayères.
Les feuillus des plaines inondables qui bordent la rivière, aussi appelées forêts riveraines, sont également menacés. Leur régénération dépend des crues annuelles. Sans les crues qui favorisent la croissance des feuillus riverains, les espèces envahissantes supplantent la flore indigène et cette dernière ne germe ni ne se développe faute de crues régulières. Les conséquences néfastes de cet effondrement écologique finissent par avoir des répercussions économiques. Par exemple, alors que le Mississippi transporte en moyenne 500 millions de tonnes de marchandises par an, par voie fluviale, chaque mètre de baisse de sa profondeur entraîne une diminution de sa capacité de transport. Une barge standard capable de transporter habituellement un 500 tonnes avec un tirant d'eau de 3,35 mètres ne pouvait en transporter que 0 tonne avec un tirant d'eau de 2,74 mètres. En août 2024, les compagnies maritimes avaient réduit leur chargement de 35% en moyenne. Les coûts de transport des céréales de l'Iowa vers les terminaux d'exportation de la Louisiane ont bondi de 71%. Tous les coûts ont été absorbés par les agriculteurs via la baisse des prix des matières premières et répercutés sur les consommateurs par la hausse des prix alimentaires. Ingram Barge Company, l'un des principaux opérateurs, a immobilisé 38% de sa flotte et 4 entreprises plus petites ont déposé le bilan. Le volume de fret a chuté de 41% au troisième trimestre 2024 au port de la Louisiane du Sud, le plus important port de l'hémisphère occidental en termes de tonnage. Chaque million de tonnes perdues représente 120 millions de dollars d'activité économique et 400 emplois. Les réseaux d'approvisionnement en eau municipaux sont entrés en crise. Memphis prélève 180 millions de gallons par jour dans l'aquifère de sable de Memphis et la Nouvelle-Orléans en prélève 130 millions par jour dans l'aquifère alluvial. Dans tout le delta du Mississippi, les communautés dépendaient entièrement des eaux souterraines. Mais la baisse du niveau de ces eaux a entraîné une augmentation des coûts de pompage. Les villes ont constaté une hausse de 40% des frais de traitement de l'eau nécessaires pour creuser des puits plus profonds et utiliser des pompes plus puissantes. En juillet 2024, 3 paroisses de Louisiane ont imposé des mesures de conservation de l'eau. Memphis a demandé à ses habitants de limiter l'arrosage de leurs pelouses et Vicksburg, dans le Mississippi, a suspendu tout nouveau projet de construction commerciale susceptible d'accroître la demande en eau. Cet effet indirect de l'épuisement des nappes phréatiques s'est traduit concrètement par une pression économique croissante sur des communautés qui vivent au rythme du Mississippi depuis 2 siècles. Les assureurs ont commencé à réévaluer les risques liés à l'assurance agricole et aux inondations. La notation des obligations des services d'eau municipaux dans la basse vallée du Mississippi a été abaissée. La valeur des biens immobiliers dans les communautés riveraines a diminué les acheteurs potentiels s'interrogeant sur les droits d'eau sur ces terres. Un drame silencieux se jouait. Mais ces mesures audacieuses arriveraient-elles à temps, ou le lent retrait du fleuve allait-il bouleverser la vie à jamais? Swan. Recherche de solutions. Avenir incertain. Le 1 septembre 2024, le Corps des ingénieurs de l'armée américaine a annoncé une nouvelle initiative pour soutenir les efforts de restauration. Selon Lance Angle du Corps des ingénieurs, les 3 équipes de dragage travaillent sans relâche pour maintenir la navigabilité du Mississippi. Cette initiative comprend d'importants volets visant à réduire le prélèvement d'eau souterraine grâce à des lois de conservation imposées par l'État, à restaurer les zones humides pour la captation et le stockage de l'eau, à modifier la gestion des barrages afin d'accroître leur débit de déversement dans le fleuve et à investir.
2,3 milliards de dollars dans la modification des chenaux pour limiter la recharge des nappes phréatiques due au stockage induit. Des représentants du secteur agroalimentaire de 7 États différents se sont réunis à Memphis pour discuter des modalités de mise en œuvre de cette nouvelle initiative dans leurs États respectifs. Tous se sont engagés à collaborer. L'Association nationale des producteurs de maïs, l'Association américaine du soja et la Fédération américaine du riz ont promis leur soutien. On pensait que les agriculteurs riverains pourraient à terme se passer d'une grande partie de leurs cultures irriguées en adoptant des pratiques d'irrigation plus efficaces et en choisissant des cultures moins gourmandes en eau pour l'avenir. Le corps des ingénieurs de l'armée américaine prévoyait qu'une réduction de 20% de la surface agricole utilisée en eau souterraine, combinée à une augmentation des laches d'eau en amont depuis les réservoirs du Missouri, permettrait de rétablir un débit d'environ 40 pieds cubes par seconde en aval dans les 18 mois suivant la mise en œuvre de l'initiative. En théorie, cette initiative reposait sur des bases scientifiques solides. Le maire de Memphis, Paul Young, a annoncé que sa ville investirait 75 millions de dollars dans des projets d'infrastructures hydrauliques, notamment de nouveaux systèmes de comptage et de détection des fuites de haute technologie qui devraient réduire la consommation d'eau municipale de 15%. Par ailleurs, le gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry, a signé un décret établissant le groupe de travail sur la durabilité du fleuve Mississippi et lui conférant le pouvoir d'imposer des restrictions d'eau d'urgence aux municipalités si la situation venait à s'aggraver. Le Congrès a approuvé un fonds d'aide d'urgence de 800 millions de dollars destiné aux agriculteurs et aux éleveurs des régions des États-Unis touchées par la sécheresse. L'enthousiasme suscité par ce financement était palpable. Les calculs techniques semblaient précis et la volonté politique était suffisante pour garantir sa mise en œuvre. Le discours du secteur public prônait à la fois la reprise et la stabilité. Le Bureau des affaires publiques du Corps des ingénieurs a publié un communiqué réaffirmant que le Corps des ingénieurs gère le fleuve Mississippi depuis un siècle et possède les outils et l'expertise nécessaires pour rétablir l'équilibre. De ce fait, les usagers du fleuve ont commencé à adapter leurs plans en fonction de cette perspective de stabilisation. Les compagnies de transport fluvial ont reporté la modernisation de leurs équipements, anticipant un retour à la normale du secteur d'ici 2026. Les agriculteurs ont semé les cultures de 2025 en partant du principe qu'ils recevraient leurs allocations d'irrigation comme prévu. Les services des eaux ont élaboré des plans d'investissement sur 20 ans en se basant sur l'hypothèse que leurs aquifères se reconstitueraient. Par ailleurs, la confiance accrue du public dans la gestion du fleuve Mississippi témoignait d'une longue tradition de réussite. Les ingénieurs américains se sont déjà attaqués à d'importants problèmes liés à l'eau. On peut citer par exemple le Colorado River Compact, le California State Water Project et la Tennessee Valley Authority. La Mississippi River Recovery Initiative illustre également cette capacité. La tradition repose sur des hypothèses. Or, l'histoire des hypothèses, formulée à l'égard des systèmes hydrologiques complexes, est jalonnée d'échecs et de résultats imprévus. Les premiers signes de faille dans la compréhension de ces systèmes sont apparus en novembre 2024 avec une diminution des prélèvements d'eau souterraine par les agriculteurs qui ont opté pour l'utilisation directe des eaux de surface du Mississippi et de ses affluents. La modélisation réalisée par le Corps des ingénieurs de l'armée américaine a montré que ce dernier était conscient de cette évolution des pratiques agricoles. Cependant, le Corps des ingénieurs n'avait pas anticipé une telle rapidité, bien que la demande en eau d'irrigation soit à son maximum de juin à août. Les agriculteurs ont commencé à construire des infrastructures dès mai 2024 en prévision des restrictions de prélèvement d'eau. 700 nouveaux permis ont été délivrés pour la construction de nouvelles prises d'eau de surface dans les États de l'Arkansas, du Mississippi et de la Louisiane.
En période d'étiage, les prélèvements directs d'eau de surface ont privé la nappe phréatique de ressources qui auraient autrement alimenté les usagers situés en aval. Il existe une compétition à somme nulle entre les prélèvements d'eau de surface dans le système fluvial et la recharge de la nappe phréatique par les eaux souterraines provenant du système fluvial. Le déclin de la nappe phréatique s'est poursuivi malgré les nombreux effets imprévus du projet de restauration des zones humides. L'objectif des zones humides restaurées est de capter l'eau, car elle se situe au-dessus du système aquifère de la basse vallée du Mississippi. Ces zones humides étaient initialement destinées à recharger l'aquifère, plutôt qu'à stocker l'eau en vue de sa distribution ultérieure au fleuve. Le volume de chaque gallon d'eau stocké dans une zone humide recréée est équivalent à un gallon d'eau qui s'infiltre dans le sol sous cette zone. Le Dr Winters avait déjà identifié ce problème en décembre. Comme il l'a expliqué, nous avons créé des bassins de rétention et les zones humides restaurées accélèrent la recharge de la nappe phréatique au lieu d'atténuer les variations de débit. Bien que l'apport de volume d'eau plus important en un laps de temps plus court provoque des hausses temporaires du niveau du fleuve près de Memphis, ces volumes d'eau n'atteignent jamais la Nouvelle-Orléans. Cela accélère simplement la recharge des aquifères grâce à la très grande perméabilité des couches sédimentaires du lit du Mississippi. Chaque nouvelle intervention a multiplié les points de fuite des eaux drainées. De ce fait, en février 2025, le débit du fleuve à Tarbert Landing a atteint 214, 0 pieds cubes par seconde, soit le niveau le plus bas jamais enregistré. Le corps des ingénieurs de l'armée américaine a discrètement modifié la formulation technique de ces documents, alors que la mention du calendrier de restauration est devenue « stratégie de gestion adaptative », les références aux discussions relatives à la restauration sont devenues « scénarios de réduction durable ». Par ailleurs, le réseau de surveillance de l'aquifère de sable de Memphis a constaté une accélération du déclin en mars 2025. Les puits dont le niveau baissait de 1,8 mètres par an entre 2010 et 2020 baissaient désormais de 4,3 mètres par an. Rien n'indiquait que la nappe phréatique avait commencé à se reconstituer. Au contraire, les conditions avaient changé de sorte que la recharge apportée par le fleuve, par le biais du stockage sur les berges et des débits fluviaux, dépassait la capacité de la nappe à évacuer l'eau rechargée loin du fleuve. L'eau était présente dans la nappe phréatique et continuerait d'alimenter les rivières, mais ne pourrait être récupérée par des puits, ceux-ci étant conçus pour capter l'eau s'écoulant le long d'une nappe alluviale. Les ingénieurs ont qualifié cet état de « blocage de stockage ». Le système hydraulique contient de l'eau, mais celle-ci se situe dans des zones inutilisables par l'homme et par la nature. Les efforts déployés jusqu'à présent pour maîtriser le système ont engendré des problèmes secondaires. Les communautés de Louisiane proches du golfe du Mexique sont confrontées à un problème supplémentaire en raison de la diminution du débit du fleuve. Celui-ci ne parvient plus à refouler l'eau salée du golfe du Mexique au-delà des barrières lors des crues. Début 2025, les réseaux d'eau potable municipaux de Bellechasse et de Braithwaite, en Louisiane, présentaient des traces d'eau salée. Jusqu'à 80 personnes se sont retrouvées privées d'eau potable. Des unités de dessalement faisant partie du dispositif fédéral d'intervention d'urgence ont été rapidement déployées. Sommes-nous réellement en train de résoudre le problème ou nous contentons-nous de le repousser? Cette question commence à être posée au sein des principales équipes à l'approche de la date limite de soumission de notre article. Comme l'a souligné le Dr Reeves et comme nous commençons à le comprendre, la rivière est bien plus qu'un simple canal d'écoulement. C'est une interface complexe reliant les flux d'eau de surface et souterrain, le transport des sédiments et le cycle biogéochimique. Chaque fois qu'un ingénieur modifie un élément d'un système complexe, il en modifie les interactions avec les autres composants, interactions qu'il ne maîtrise pas pleinement.
À l'origine, ces projets étaient conçus comme des réponses raisonnables et pragmatiques à chacun des problèmes spécifiques à résoudre. Ils visaient à améliorer la maîtrise des crues, la navigation et l'approvisionnement en eau pour les usages humains, industriels et agricoles. La folie de ces projets tenait à la conviction qu'il était possible de modifier une partie du système sans déclencher d'effets dominos dans l'ensemble des systèmes interconnectés sur une échelle de temps supérieure à celle d'une organisation. Le Mississippi continue de se retirer lentement, mais sûrement de ses rives en amont comme en aval. Descendre le Mississippi, c'est acquérir une nouvelle perspective sur l'Amérique et son histoire. Actuellement, les systèmes de mesure fournissent des rapports précis et continus sur le recul du niveau de la rivière. Cependant, cette précision ne se traduit pas par une solution concrète au problème. Le corps des ingénieurs maintient son programme de restauration, car l'abandonner reviendrait à reconnaître l'existence d'un problème bien plus grave que celui auquel il est actuellement confronté. Nous avons bâti un système si complexe que nous ne sommes plus capables de le gérer ni de l'abandonner, car il est essentiel à notre survie. La question principale n'est plus de savoir si le Mississippi retrouvera son débit d'antan, mais plutôt quel nouvel équilibre il atteindra. Combien de temps ce processus prendra et qui, en fin de compte, assumera les conséquences de décisions prises sans en connaître les répercussions. Le fleuve Mississippi alimente en eau 10 millions de personnes et 200 milliards de dollars d'activités économiques annuelles dépendent de sa navigabilité. Plus de 400 espèces différentes de poissons, d'oiseaux et d'autres animaux ont besoin de débits d'eau spécifiques pour survivre. Les systèmes que nous avons mis en place pour gérer le fleuve, les digues qui retiennent les crues, les barrages qui stockent les eaux excédentaires, les puits d'eau souterraines municipaux et les chenaux de navigation, ont durablement modifié le flux d'eau dans le plus grand bassin versant d'Amérique du Nord. Nous commençons à comprendre que les rivières ne réagissent pas aux aménagements humains à la même échelle de temps que nous le pensons. Elles réagissent plutôt à l'échelle des temps géologiques et climatiques et doivent prendre en compte l'ensemble des décisions humaines prises pour les aménager au cours des 10 dernières décennies. Nous adaptons-nous aux changements induits par ces décisions, ou nous contentons-nous de donner une fausse impression de confiance en utilisant un jargon scientifique et en élaborant des plans quinquennaux pour nos interventions? La collecte continue de données satellitaires, ainsi que les données provenant des puits de surveillance des aquifères et des stations de mesure du débit, continuent de montrer que les chiffres diffèrent des prévisions des modèles. Et quelque part sous la surface du lit du fleuve, dans les interstices entre les grains de sable déposés par les glaciers lors de leur dernière fonte, 200 milliards de gallons d'eau se condensent dans une nappe phréatique qui ne les libérera que potentiellement dans des centaines d'années. L'assèchement du Mississippi n'est pas dû à notre incapacité à identifier le risque d'assèchement. Il est plutôt dû à notre capacité à créer les conditions qui ont assuré l'aggravation des dysfonctionnements du fleuve. Le prix à payer pour avoir cru pouvoir maîtriser des forces de la nature qui existaient bien avant notre développement technologique et notre conception du contrôle nous incombera en fin de compte. Il n'y a pas de réponse à cette question, seulement la diminution progressive du débit du Mississippi qui a remplacé la communauté fluviale autrefois florissante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Pensez également à aimer, partager et vous abonner à notre chaîne.